Troisième histoire. J'ai 22 ans. Il y a un mois, je cherchais un canapé sur Le Bon Coin pour mon nouvel appartement. J'ai trouvé une annonce qui semblait être une affaire en or. Sur les photos, le canapé avait l'air en parfait état. Le vendeur voulait être contacté par email. Son adresse email était mexicanpoppy666@hotmail.com. Cet email m'a semblé un peu étrange, mais je me suis dit que ça valait le coup et j'ai envoyé mon offre. Il a répondu en moins de 5 minutes, acceptant mon prix et me demanda mon adresse. Honnêtement, cette demande m'a mise mal à l'aise. Je ne voulais pas qu'un inconnu vienne chez moi. J'ai suggéré de venir chercher le canapé chez lui, mais il insistait encore et encore pour venir chez moi. Finalement, j'ai cessé de répondre et un jour plus tard, il m'a envoyé un nouvel email avec son adresse. Je ne savais pas si je devais y aller à ce moment-là, mais c'était une affaire incroyable, presque trop belle pour être vraie, et d'après son adresse, il n'habitait pas très loin. Alors, je suis montée dans ma camionnette et j'ai roulé jusqu'à la maison du vendeur. J'ai tout de suite remarqué que la maison était un peu plus petite que toutes les autres du quartier. Quand j'ai sonné, un homme d'âge moyen, coiffé d'une casquette de baseball, a ouvert la porte. Il m'a fait un immense sourire et m'a invité à entrer. Je me suis sentie immédiatement mal à l'aise. Il m'a conduite dans son salon et j'ai vu le canapé. J'ai tout de suite remarqué des marques d'usure et de petites déchirures. Il n'était pas du tout dans l'état montré sur l'annonce. J'ai fait une remarque à ce sujet et il s'est contenté de sourire, me proposant de baisser le prix. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressée et c'est là que les choses ont commencé à devenir vraiment glauques. Alors que je me dirigeais vers la sortie, il m'a posé la main sur l'épaule et m'a proposé de me donner le canapé gratuitement si j'étais prête à lui accorder un petit quelque chose. J'ai lâché un soupir de dégoût et je suis retournée dans ma voiture. Je n'ai même pas jeté un œil par la fenêtre, j'ai juste démarré en trombe et je suis partie vite. Mais ça ne s'est pas arrêté là. La même nuit, j'étais allongée dans mon lit à regarder la télévision quand j'ai cru entendre quelqu'un monter bruyamment les marches de mon Porsche. J'ai coupé le son de la télévision et j'ai pu clairement entendre le bruit de quelqu'un qui manipulait la poignée de ma porte d'entrée. J'ai sauté de mon lit et je me suis dirigée sur la pointe des pieds vers la porte pour regarder par le Judas, mais la personne était déjà partie. Et puis, j'ai cru entendre le bruit du portail du jardin s'ouvrir et se refermer. C'est à ce moment-là que j'ai attrapé mon téléphone et composé le 17. Peu après, j'ai entendu le bruit de quelqu'un qui tripotait la poignée de la porte arrière de l'appartement. J'ai crié à la personne que la police était en route et après cela, j'ai de nouveau entendu le bruit du portail qui s'ouvrait et se refermait. Ils étaient partis. C'était il y a un mois et rien ne s'est passé depuis, mais je n'arrive toujours pas à dormir la nuit. Je suis sûre à 99% que c'était l'homme qui vendait le canapé. Il a dû me suivre jusqu'à chez moi. Il n'y a aucune chance que ce soit une simple coïncidence. Je ne compte plus jamais utiliser Le Bon Coin et j'essaye toujours de trouver un nouvel appartement. Deuxième histoire. Je cherchais une voiture pour l'offrir à mon fils pour ses 18 ans. J'ai parcouru tous les sites automobiles habituels, cars.com, eBay Motors. Comme prévu, les prix étaient exorbitants. Le Bon Coin était le seul endroit où l'on pouvait dénicher de vraies bonnes affaires. Environ une semaine après le début de mes recherches, j'ai trouvé une Toyota Camry de 2003. Elle avait 107 000 km au compteur, aucun accident, aucun dommage, et elle était en bon état pour seulement 3 500 €. C'était une affaire incroyable pour une voiture aussi fiable avec un si faible kilométrage. Le vendeur habitait à environ 16 km de chez moi, ce qui était une distance raisonnable pour aller voir une voiture. Je l'ai appelé pour fixer un rendez-vous et aller l'examiner. L'homme a semblé normal au téléphone. Il m'a assuré qu'il n'y avait absolument aucun problème avec la voiture. Il s'est présenté comme Jean. J'ai emporté 3 500 € en espèces, même si je comptais bien négocier le prix autant que possible. Je suis arrivé sur le chemin de terre menant à la propriété de Jean environ 15 minutes en avance. C'était une toute petite maison avec un terrain de taille décente, simplement parce qu'elle était un peu éloignée des voisins les plus proches. Le garage était ouvert, alors je m'y suis dirigé pour voir si quelqu'un était à l'intérieur, mais à part une quantité inhabituelle de pièces de voiture, il était vide. La voiture n'était nulle part en vue. La seule voiture sur la propriété était un vieux pick-up. Je suis allé à la porte d'entrée pour vérifier le numéro de la maison.
C'était bien la bonne adresse. Le bouton de la sonnette manquait, alors j'ai frappé à la porte d'entrée. J'ai frappé pendant exactement 5 minutes avant de décider d'appeler l'homme. J'ai donc composé son numéro et j'ai entendu le son d'un téléphone portable qui sonnait depuis l'intérieur de la maison. J'étais extrêmement perplexe à ce stade. Maintenant, je savais que j'étais à la bonne maison. Je ne comprenais pas pourquoi, s'il était chez lui, il ne répondait pas. J'ai décidé de jeter un coup d'œil par l'une des fenêtres pour voir si quelqu'un était à l'intérieur. En regardant à travers la vitre, je ne pouvais pas voir grand-chose car il faisait assez sombre à l'intérieur de la maison. J'ai vu une salle à manger très ancienne, mais en face, j'ai aperçu quelqu'un debout à la porte arrière de la maison, fixant l'extérieur. J'ai pensé que ça devait être Jean, alors j'ai frappé à la fenêtre, mais il n'a même pas bougé. Il n'y avait pas de portail ou quoi que ce soit pour le jardin. C'était juste un grand espace ouvert. Puisque ce n'était pas une zone rurale, j'ai simplement contourné la maison pour aller dans le jardin. Je ne comprenais pas comment il n'avait pas pu m'entendre. Quand je suis arrivé à la porte arrière, j'ai fait une découverte choquante. La silhouette se tenant près de la porte était un être humain empaillé. J'ai couru droit par où j'étais venu et je suis retourné à ma voiture. J'ai levé les yeux une dernière fois avant de partir en trombe. Les stores de la fenêtre par laquelle j'avais jeté un coup d'œil étaient fermés, mais je pouvais voir 2 des lamelles tordies. Quelqu'un était à cette fenêtre et me regardait. Vous pouvez probablement deviner que j'ai appuyé sur l'accélérateur à fond tout le long du chemin du retour. Toute cette situation n'a toujours aucun sens. Toutes les pièces de voiture, le fait qu'il n'y ait pas de Toyota Camry, l'être humain empaillé, le fait qu'il n'y ait pas de voiture là-bas, me portent à croire que cet homme ne comptait rien me vendre du tout. Et cela me mène aussi à la pensée troublante que j'étais très proche de devenir une statue sans vie fixant l'extérieur depuis la porte arrière de cet homme. Première histoire. Il y a environ 1 an, je cherchais à acheter un iPhone 5. J'ai trouvé un gars sur le Bon Coin qui vendait le sien pour 200 €. Il affirmait qu'il était qu'en parfait état et qu'il voulait passer au 5C. Je ne savais pas vraiment comment tester un téléphone pour m'assurer que tout fonctionnait, alors j'ai emmené mon petit frère qui s'y connaissait beaucoup plus que moi. Nous nous sommes rencontrés à mi-chemin sur le parking d'un Dunkin' Donuts vers 22 h. 2 types grands et intimidants sont sortis d'une Honda Civic noire et se sont dirigés vers nous. L'un d'eux a sorti le téléphone et me l'a montré. Il n'avait pas une seule égratignure. Mon frère a retiré ma carte SIM et l'a insérée dans ce nouveau téléphone. Il a fait quelques tests et m'a dit que ça fonctionnait. Le gars a ensuite demandé 250 € alors qu'il avait initialement demandé 200. J'ai menti et lui ai dit que je n'avais apporté que 200 €, ce qui l'a rendu un peu mécontent. J'avais bien 250 €, mais je ne voulais pas dépenser plus que son prix initial. J'ai compris que c'était sa façon de s'assurer que je ne ferais pas baisser le prix. J'ai tendu les 200 € au gars et lui et son ami sont retournés dans leur voiture. Nous sommes remontés dans ma voiture et j'ai testé le nouveau téléphone en appelant ma petite amie. Je suis resté à tester des choses pendant environ 5 minutes. Mon frère a fait remarquer que les 2 types n'étaient pas encore partis non plus, mais ça ne m'a pas vraiment préoccupé. J'ai démarré la voiture et suis sorti du parking. Mon frère a ensuite commenté que les 2 types avaient démarré leur voiture juste au même moment que moi. Je n'ai pas trouvé ça trop bizarre. J'ai roulé sur l'autoroute et je me suis finalement arrêté à un feu rouge. C'est là que j'ai remarqué la Honda Civic noire s'arrêter juste derrière nous dans mon rétroviseur. J'ai trouvé ça un peu étrange, car j'étais sûr qu'il venait de la direction opposée. J'ai continué ma route vers la maison, mais à chaque virage que nous prenions, il nous suivait, et de très près. Mon frère m'a suggéré de m'arrêter, mais il n'était pas question que je fasse ça. Je savais que ces types cherchaient des ennuis. J'en suis arrivé au point où j'essayais de les semer, et j'ai commencé à conduire dangereusement. S'ils avaient eu besoin de quelque chose, ils auraient appelé ou au moins klaxonné, mais ils cherchaient manifestement à nous faire du mal. J'ai tenté quelque chose de risqué pour les perdre. À une intersection, le feu venait juste de passer au rouge. J'ai appuyé à fond sur l'accélérateur et j'ai traversé l'intersection avant que les autres voitures ne commencent à passer. Mon frère m'a crié, me traitant de stupide et de fou, mais ça a marché, ils n'ont pas suivi. Nous sommes rentrés à la maison après ce long trajet.
Mon cœur battait encore la chamade à cause de l'intensité de la situation. J'étais juste content d'avoir un téléphone qui fonctionnait pour un coût si bas. Plus tard cette nuit-là, je jouais avec le téléphone, essayant de configurer certaines choses avant d'aller me coucher. Mes parents et mon frère dormaient déjà à ce moment-là, et c'est alors que le bruit de 2 portières de voiture qui claquaient dehors m'a interrompu. J'ai regardé par ma fenêtre et j'ai senti mon cœur s'arrêter complètement. La Honda Civic noire était garée de l'autre côté de la rue. Je ne pouvais que supposer que les 2 types étaient déjà à mi-chemin de notre porte d'entrée. J'ai immédiatement réveillé mon père et lui ai tout expliqué aussi vite que possible. Il s'est levé, a attrapé une batte de baseball et s'est accroupi derrière la porte d'entrée. Un coup violent a retenti à la porte d'entrée. Mon père leur a hurlé de s'en aller. L'un des types, de l'autre côté de la porte, a affirmé avoir une arme et a dit qu'il ferait sauter la serrure de la porte s'il n'ouvrait pas. Mon père m'a dit d'appeler Marc, notre ami qui habite 2 maisons plus loin et qui est policier. J'ai appelé Marc et il a dit qu'il arrivait tout de suite et qu'il fallait rester caché. Voilà la partie qui me fait encore peur à ce jour. On a entendu le son d'un coup de pistolet étouffé. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu un trou de balle dans la porte, à quelques centimètres de la tête de mon père. Mon père s'est éloigné de la porte en courant et nous avons tous écouté. Nous avons entendu Marc dehors leur crier de lâcher leurs armes. Mon père est sorti pour aider quand ils ont baissé leurs armes. Marc a arrêté ces 2 crapules. Je dois dire que ce fut le jour le plus effrayant de ma vie, mais ce fut aussi le meilleur moment que j'ai jamais ressenti de toute ma vie.